Eh bien, chers amis, bonsoir. Merci de participer à cette nouvelle conférence qui va porter sur les vampires et le mythe du sang. Le mythe du sang, bien sûr, vu que les vampires en boivent, c'est lié au sujet. Alors, bien sûr, c'est un sujet un peu surprenant, il faut bien le lire. On le traite très très rarement. C'est très éloigné des Templiers, des alchimistes, des Rose-Croix et tout ce qui s'ensuit, bien entendu. Mais c'est disons, lié à l'ésotérisme quand même. Alors un ésotérisme qu'on va appeler noir, parce que bien sûr, c'est lié au monde des ténèbres. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en parler, ça touche à énormément de sujets qui sont pas rationnels, hein, il faut bien le dire. Donc, bien sûr, ça fait partie des choses qu'on doit savoir dans l'ésotérisme. Donc, ça va être divisé en plusieurs parties. Il va y avoir une considération générale, hein, sur les vampires. Ensuite, l'origine de cette croyance. Qu'est-ce qui a fait que des millions de personnes ont pu croire que des vampires existaient, hein? Après, on va voir un historique. On va voir que depuis l'Antiquité, on avait l'idée qu'il se passait quand même des choses assez surprenantes dans ce domaine. Ensuite, on traitera vraiment le fond du sujet que tout le monde connaît, parce que là, au moins, c'est la seule chose sur le sujet que tout le monde connaît, c'est l'histoire de Dracula. Bon, bien sûr, hein, c'est une référence, mais ça ne peut pas se résumer à ça, hein. Et puis, on verra où en est la question depuis, disons, une cinquantaine d'années, où on a un peu dépassé dans la littérature et le cinéma ce genre de sujet, hein. Alors, bien entendu, hein, les vampires, si on veut savoir ce que c'est, ce sont des revenants. Alors, pourquoi revenants? Bah, c'est un être qui revient normalement de l'au-delà. Donc, c'est parce que un être est passé dans l'au-delà et en est revenu parmi le monde des vivants, hein, qu'on parle de revenants. Alors, c'est un mythe qui, en fait, est à la fois universel, c'est-à-dire que toutes les civilisations ont parlé de ce sujet, sans appeler les êtres en question vampires, mais en gros, on sait que c'est la même chose, vous verrez des exemples après, et ça remonte à la nuit des temps. C'est pas une manie du XXe siècle où on a vu au cinéma les films de Dracula, hein. C'est très, 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 très ancien. Alors, ce sujet des vampires est lié, bien entendu, au thème de la mort, car bien sûr, ces vampires étant des morts vivants, c'est l'Empire de la mort, hein. Vous voyez là sur l'image, eh bien, l'ange de la mort. Alors, l'ange de la mort est une très très belle peinture, hein. Vous avez l'ange de la mort sous la forme d'une très très belle dame. Alors, ça se voit pas tellement bien sur la reproduction en noir et blanc, mais en fait, l'ange de la mort dans ce tableau enterre le dernier fossoyeur. C'est-à-dire le fossoyeur a enterré jusqu'au dernier des vivants, lui-même, il reste le seul et unique vivant, et la mort l'enterre, et c'est fini les humains. C'est en même temps la fin de l'humanité. C'est assez extraordinaire, hein. Alors, quand on évoque, bien sûr, le monde de la mort, on évoque aussi le monde des ténèbres, car bien sûr, c'est lié à tout un tas de choses qui concernent l'au-delà, car si ces êtres s'en vont dans l'au-delà, passent un séjour au tombeau, plus ou moins long, etc., et reviennent parmi les vivants, et en plus leur pompe le sang, c'est lié, hein, bien entendu, à ce qu'on appelle le monde des ténèbres, hein. Alors, si on résume, ça va bien sûr être un sujet qui va correspondre à la mort, à l'au-delà, hein, et à cet univers qui est un peu limite. On verra d'ailleurs que dans les croyances, c'est justement limite entre le monde des vivants et le monde des morts.
S'il y avait pas un rapport très étroit entre les 2, ces croyances-là n'auraient, pas vu naissance, hein. Mais en fait, c'est lié à un nombre considérable de choses. C'est lié bien sûr à la vie, à la mort, à l'au-delà, à la nuit. C'est lié à la nuit, parce que vous allez voir que dans la symbolique, tout se passe toujours plus ou moins de nuit. À la lune, hein. Alors au cœur, puisqu'il y a du sang, au sang, bien entendu lui-même, hein, mais aussi au psychisme, et puis à la magie, à la séduction, parce que le vampire un peu séduit des personnes, etc., à l'immortalité, bien entendu, à des lieux particuliers, parce que ces vampires opèrent, hein, dans des lieux et des zones particulières, à certains mythes et légendes, à des paysages, parce que bien sûr, quand on fait de la littérature ou du cinéma sur ce sujet, bon, c'est toujours dans un paysage particulier. C'est même lié à l'érotisme, parce qu'il y a des scènes dans les films de vampires, ils sont très érotiques, je raconterai quelques histoires un peu curieuses. C'est lié aussi à, à des mythes concernant le cannibalisme, la dévoration et des rituels antiques très très particuliers, hein. Donc c'est lié en fait à plusieurs dizaines de choses différentes. Alors dans la définition, qu'est-ce que c'est que le vampirisme? Et on dit qu'est-ce que c'est que le vampirisme? Eh bien, c'est le fait de vider le sang de quelqu'un pour s'en nourrir. Un vampire sort de son tombeau, va auprès d'un vivant et suce son sang. Du coup, il se revigore et il revit un laps de temps de plus jusqu'à temps qu'il ait besoin une nouvelle fois de sang, comme nous, de manger. Ça peut être étendu au fait qu'on absorbe l'énergie vitale de quelqu'un. Si c'est pas du sang, ça peut être son énergie. Il y a des gens qui, au contact d'autres personnes très surexcités, se vident complètement de leur énergie. Donc on peut vider l'énergie, on peut vider complètement les nerfs complètement raplapla, on peut être vidé de ce qu'on appelle en ésotérisme la kundalini, et au sens propre, les vampires la boivent vraiment du sang en réel, vider de son sang. Tout est un peu lié, hein. Parce que le sang, c'est une énergie. On perd son sang, on est mort. Donc bon, hein, c'est un petit peu particulier, hein. Alors on pourrait, et dans dans certaines thèses ésotériques, on parle de vampirisme psychique. C'est-à-dire on capte l'énergie des personnes, et pas forcément leur sang, mais le résultat est le même, hein. Ils sont presque au même état final, hein. Alors bien sûr, quand on s'est préoccupé de ce sujet, je ne parle pas des gens qui s'intéressent aux sciences occultes, à l'ésotérisme, etc., parce que bon, ils ont toujours plus ou moins connaissance de ce sujet, mais disons les scientifiques, les officiels, l'Église, etc., hein, en gros, dire qu'est-ce qu'un vampire, hein? Alors on ne peut pas remonter très très loin, parce qu'une période, vous allez voir, de l'histoire, on ne voulait pas évoquer le sujet. Donc comme on ne voulait pas évoquer le sujet, on ne trouvait pas de définition. Alors pour avoir une définition donc dans les dictionnaires, il faut attendre 1797. Donc on est à la fin du XVIIIe siècle, hein. On a dans un dictionnaire de la langue française de l'époque une définition: vampire, nom masculin, en Hongrie, en Bohême, en Allemagne, eh bien, dans l'opinion du peuple, il y a l'idée que certains personnages bon, vont tomber en phthisie, c'est-à-dire que certains personnages vont être un peu en anémie, être plus ou moins moribonds, hein. Deuxième définition, c'est le nom d'une chauve-souris très répandue, très commune, et surtout en Amérique, et qui suce le sang des hommes et des bêtes. Oui, il y a une chauve-souris qui fait ça. Oui. Alors, un peu plus tard, parce qu'on est en 1867, donc on est bien plus tard, hein, dans le dictionnaire de la littérature française,
on a vampire. C'est généralement le nom qu'on qualifie dans les temps modernes des plus redoutables des revenants et qui s'attaquent à des corps décédés et au point de donc sucer leur force vitale. Ils sont dans la terre, qu'elle soit humide ou chaude, hein, parce que bon, on a pensé que dans une terre humide ou chaude, les corps se décomposaient plus vite que dans une terre sèche. Et puis on s'aperçoit que c'est pas le cas du tout. Ça, en gros, ça n'a rien à voir avec le sol et le sous-sol, hein. Donc de préférence, hein, ces morts-nés affreux habitants des cimetières s'attachent au sein d'une jeune fille. Bon là, il y a l'idée quand même qu'ils préfèrent le sang des femmes, hein, que des hommes, hein. C'est pas prouvé, hein, mais il faut un sang, vous allez voir, très particulier, hein. On suce pas le sang d'un vieillard qui a déjà des tas de maladies, hein. Il faut un sang jeune. Bon, déjà, ça limite ceux qui vont avoir quelques ennuis avec les vampires, hein. Alors, dans le Grand Larousse du XXe siècle, vampire, origine du slave upuri ou upir. C'est upir, un nom slave qui a donné vampire en français. Ça veut dire sansu, tout simplement, ceux qui sucent le sang, hein. Donc c'est un mort qui, suivant la tradition populaire, sort la nuit de sa tombe, pour sucer le sang des vivants. Bon, c'est la définition classique, hein. C'est un mort qui se nourrit, hein, du sang des vivants. Le grand Larousse du XXe siècle se paye bien sûr le luxe de rajouter selon la superstition populaire. L'air de dire: «Nous, on ne s'avance pas, hein. C'est des croyances débiles, mais on vous donne la définition, hein». Bon, ça, c'est bien le grand Larousse, hein. Voilà. Alors, c'est aussi, il donne d'autres définitions, hein, le nom qu'on donne à des assassins, donc des personnes ayant commis de nombreux assassinats tellement sanglants que, bon, ils vont être appelés vampires. Voilà. Personne qui s'enrichit du travail et du bien d'autrui, donc là, c'est un vampire social. Exemple, un banquier peut être une sorte de vampire si il pompe tout l'argent possible. Et aussi, autre définition, petite chauve-souris d'Amérique du Sud se nourrissant de sang de mammifères et d'oiseaux endormis. Bon, là, curieusement, dans le Grand Larousse, on a une définition fausse. Ah, les chauves-souris d'Amérique du Sud ne sont pas des petites chauves-souris, c'est les plus grandes de la Terre. Ah oui, il y en a des petites, vous allez voir après, mythe de la chauve-souris, il y a des tout petites chauves-souris en Amérique du Sud, sont absolument gigantesques. Donc voilà, on a les définitions, ça tourne toujours à peu près autour du même sujet. Bon, il y a des personnes qui sont considérées comme morts, ils ont un besoin vital d'énergie, ils sortent de leur tombeau, il faut le faire, et se nourrissent de vivants, animaux, parce qu'ils sont vivants aussi, les animaux, hein, ou d'humains, hein. Alors, une fois ces définitions-là données, hein, qu'est-ce qu'on peut dire encore des considérations générales, hein, sur les vampires? C'est qu'il y a une symbolique particulière. Bon, ça s'encadre, hein, dans quelque chose particulier. Par exemple, le noir, la nuit, le monde nocturne. Pourquoi? Les vampires dorment le jour et sortent la nuit. Donc il faut attendre le coucher du soleil pour qu'ils sortent des tombeaux. Donc c'est bien lié à la nuit. Alors dans les films, on voit toujours un château, le clair de lune, et puis le vampire sort, hein. Alors, il y a aussi une allure du vampire. Bon, en général, le vampire, bien entendu, a une tenue noire, il est tout habillé en noir. Dans les films récents, il y a une grande cape noire, etc. Il y a le teint très très pâle, très très blanc, normal au sens propre, avant de boire du sang, c'est un cadavre, hein, blanc. Alors, il y a aussi des choses annexes, à toujours des canines proéminentes. Donc on voit bien le beau sourire du vampire, surtout si c'est une dame vampire, avec 4 canines qui sortent. Bon, et quelquefois des griffes aux doigts, c'est-à-dire les doigts qui,
sortent en forme de griffe. Donc il y a une tenue spéciale du vampire, très, très particulière. Alors, ils sont plus ou moins, minces, bien portants, laids ou beaux, selon, bien entendu, les œuvres. Surtout dans les œuvres cinématographiques. Dans la littérature, on ne voit pas tellement les différences, mais dans la littérature, enfin, très, très affreux vampire, ou c'est le cas quand c'est Christopher Lee qui fait le vampire, très, très beau vampire. Alors là, on est dans un côté de séduction, de beauté. La beauté pour la mort, c'est un petit peu particulier, mais ça existe aussi dans toute cette mythologie. Alors quand c'est des vampires femmes, bon, elles sont assez des beautés stupéfiantes, des grandes chevelures, toujours la dentition avec les canines, des lèvres rouges, etc. Et curieusement, elles ne sont pas habillées en noir, mais en blanc. Hein. Alors, il y a aussi des choses particulières dans les paysages. Le cadre, c'est toujours un château, mais un château délabré. Vous verrez pourquoi après. Pourquoi on me place toujours les histoires de vampires dans des châteaux? Eh bien, parce que le château sur une colline, à moitié délabré, très élancé, des créneaux, dans un ciel crépusculaire et avec un paysage autour de rocailles, d'arbres à moitié tordus, de broussailles, etc., ça en rajoute à l'atmosphère, comment dire, mystérieux des lieux. Si on place les histoires de vampires dans les Carpates, il y a une raison de paysage. Il y a les légendes du coin, et puis dire qu'il y a un paysage aussi. Alors, il y a aussi des animaux qui sont liés aux vampires. Vous avez le chien, le chat, le rat et la chauve-souris. Bon, à part le chat bien sympathique et charmant, le rat et les chauves-souris sont des animaux qu'on n'aime pas tellement, et censés, à l'époque, au Moyen-Âge, jusqu'au XIXe siècle, censés véhiculer la peste. C'est prouvé pour le rat, pas pour les chauves-souris. J'ai jamais vu de chauve-souris véhiculer la peste, mais les rats, fameuse peste noire du Moyen-Âge, on est sûr que c'est des rats qui venaient de l'Inde, transportés dans les cales des bateaux jusqu'à Alexandrie pour ravitailler l'Europe de produits orientaux, et les rats dans les cales sont arrivés en Europe, à Paris. Ouais. Bon, et ça a toujours été que comment le bacille de la peste, on le retrouve dans les rats et transmis par les rats. Qui eux n'en meurent pas, chez nous. C'est les humains. Bon, voilà, c'est un petit peu particulier. Et bien sûr, il y a très très souvent, dans les films, on voit toujours un moment, il y a des choses à raconter. Après Nosferatu, c'est quelque chose qui se passe avec des rats. Et dans les autres films Dracula, c'est des chauves-souris. Alors pourquoi la chauve-souris? La chauve-souris a toujours stupéfié les personnes qui sont préoccupées de l'occulte. Parce que la chauve-souris vit dans le noir, c'est-à-dire dans les cavernes, les grottes, les creux des murailles anciennes. Donc quand il y a un château en ruine, mais bien entendu, dans une partie effritée, il y a le nid de chauve-souris. On dit même, parce que les archéologues ont retrouvé ça, dans les grottes préhistoriques, il y avait autant d'hommes préhistoriques que de chauves-souris. Et en gros, ils ont les mêmes domiciles. Donc, ils se bagarraient pour la même place, entre guillemets, parce qu'elles sont surtout issues de coins de ce genre. Bon, sortent la nuit aussi pour se ravitailler, et dorment plus ou moins le jour. Donc, il y a une allusion, bien entendu, à la symbolique du mythe. Mais la plupart des chauves-souris sont insectivores. C'est-à-dire, elles mangent des insectes, d'autres des vers, des limaçons, des petites bricoles, mais il y en a qui se nourrissent de ça. Bon, donc forcément, c'est celles-là qui ont un rapport un petit peu avec le mythe. Alors, il y a des variétés de chauves-souris à l'infini. Je ne sais pas combien de dizaines d'espèces il y a, mais chez nous, en Europe occidentale, on a des tout petites chauves-souris avec une envergure d'ailes comme ça, 5 à 10 centimètres. C'est les pipistrelles. On en voit tout le temps passer à la tombée de la nuit, dans des zones un peu non urbaines, disons, on les voit passer.
Et il y en a beaucoup, hein, c'est très répandu. Mais la pipistrelle est gentille, elle est mignonne comme tout, si l'on peut dire, hein. Bah, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont horreur de ces animaux. Mais alors en Roumanie, elles font 20 à 30 centimètres d'envergure. Là, quand on en voit une volée, un petit peu inquiété, d'où dans les films, on voit toujours autour des tours du château les vampires qui passent. Ah, pas besoin de vampires autant qu'animal pour s'appliquer à ce genre de sujet, parce qu'il y en a qui ont pris comme symbole la chauve-souris dans leur habillement, hein. Bon, etc. Mais il y en a des extraordinaires. Alors, les extraordinaires sont d'Amérique du Sud. Il a fallu attendre d'aller en Amérique du Sud pour en trouver. Alors là, c'est des chauves-souris qui boivent le sang des animaux. Elles s'attaquent normalement pas aux humains, mais s'attaquent aux animaux endormis. On a vu dans la définition, hein, des oiseaux, des lapins, bon, captent le sang et mangent aucun insecte, se nourrissent que de sang. C'est au sens propre des vampires. Donc il y en a une variété qui s'appelle chauve-souris vampire. Bon, sauf qu'on les a découvertes, on attribuait déjà la symbolique du vampire, la chauve-souris au vampire, alors qu'on ne savait pas que ces chauves-souris existaient. C'est pas mal. Mais ces chauves-souris d'Amérique du Sud font 80 centimètres à 1 mètre d'envergure. Elles sont comme ça. Alors bien sûr, quand on les voit, on n'est pas dans les Carpates, mais on est carapaté tout de suite. Parce que bon. Donc, alors on ne sait pas comment c'est venu. La liaison, bon, pour nous c'est simple, la chauve-souris est un animal de la nuit, elle peut être liée au vampire indépendamment de cette espèce, disons, dévoreuse de sang d'Amérique du Sud. Donc c'est très très curieux, mais c'est l'animal en soi qui va interpeller les hommes. Parce que c'est un animal composite, c'est pas un animal comme les autres. Parce que le corps est une souris, donc un mammifère. Et c'est une souris volante. Donc il y a des ailes, donc on s'est dit là, il y a une composition à moitié oiseau, à moitié mammifère, c'est un peu bizarre. Ça fait penser à la mythologie grecque où il y a des monstres avec des têtes d'oiseaux, des corps de mammifères, des griffes de je sais pas quoi. Bon, c'est trop bizarre, un peu, un peu, un peu comme ça. Hein, là, ce qu'on appelle le sphinx, donc un oiseau avec une tête de femme, comme le fameux sphinx de Thèbes. Mais alors les ailes ne sont pas normales non plus. On s'est dit, bon, bah d'accord, qu'elle ait des ailes d'oiseau, puis un corps de mammifère, mais les ailes ne sont pas du tout en plumes. C'est des membranes, c'est-à-dire c'est une sorte de peau avec des tiges pour la tenir un petit peu comme une sorte de parachute. Puis la chauve-souris plane. Elle ne vole pas comme les oiseaux battant des ailes. Bon, donc c'est impressionnant à voir voler, bien entendu, et c'est très curieux. Ça fait toujours penser aux oiseaux préhistoriques qu'on appelle des pérodactyles, qui étaient des gigantesques oiseaux qui faisaient plusieurs mètres, mais qui avaient des membranes comme les chauves-souris. C'est peut-être les ancêtres des chauves-souris, je ne sais pas trop. Toujours est-il que, bon, panique à bord, bien entendu, devant les animaux, puis on a fait la liaison entre tout, hein. La mort, le crépuscule, la nuit, les grottes, les tombeaux, les vampires, etc., et de tout lier. Donc la chauve-souris est quand même le symbole des vampires. Et puis on pourra en rajouter, bon, les dents. Pourquoi faire des canines proéminentes au lieu d'une dentition normale? Parce qu'il y a toujours l'idée de planter des canines dans la veine, dans l'artère jugulaire, etc., etc. Mais aussi des pensées liées à la dévoration. Dans les temps anciens, on craignait toujours la morsure des animaux. Être dévoré par les loups, être dévoré par les rats, être dévoré par des tas d'animaux sauvages, hein. D'où le mythe du loup-garou dans les légendes. Un loup-garou, c'est un homme qui, la nuit, se transforme en loup et dévore ses semblables, ce qui est effrayant. Mais les loups faisaient des ravages considérables. Quand les loups avaient faim, ils attaquaient les brebis d'abord, puis s'il n'y avait pas de brebis, les hommes, la bergère qui passait dans la campagne. Donc on a toujours une peur inouïe du loup de tout le Moyen-Âge, hein. Au point où on faisait des représentations comme ça. Vous voyez, là, une dame, et un loup qui est 2 fois plus grand qu'elle, qui l'enserre dans ses mâchoires à la taille, qui la cisaille complètement en deux en la mâchant, hein. Toujours donc une histoire de dents
hein, et toujours les carnivores et toujours le fait d'être mangé, donc toujours une allusion au cannibalisme, hein. Dans les temps anciens, on avait horreur de 2 choses, d'être dévoré, le cannibalisme, comme si on était mangé, par d'autres hommes, c'est du cannibalisme, et bien sûr, d'avoir son sang, bu par autrui, et ça faisait une peur bleue, à tout le monde, hein. Donc si on additionne tout ça, ça fait quand même beaucoup de symboles, hein, bien entendu, pour le même personnage, hein. Comme quoi ça dépasse largement, qu'un homme est mort, il est dans sa tombe, il se lève la nuit, il suce du sang, il revient se coucher, hein. C'est beaucoup plus étendu, dans les symboles, hein. Alors, on va voir maintenant en quoi, ce genre de choses a pu donner la croyance à ces vampires. Hein, donc qui viennent tourmenter les vivants, les penser, les pomper, et les anéantir. Alors, bien entendu, il y a plusieurs origines, hein. 1re origine, c'est lié au sang. Le sang, c'est la vie. Bon, ben, si un sang, c'est la vie, j'ai pas de sang, ben, je suis mort, j'en ai, je vis. Donc si je suis un homme mort et si je peux boire du sang, eh bien, je vais revivre. C'est un petit peu l'idée. Alors, c'est un petit peu basé sur la Bible, c'est un petit peu curieux, parce que dans la Bible, dans un livre qui s'appelle le Lévitique, on dit: «L'âme de la chair est dans le sang». Alors vous dites: «Si l'âme de la chair est dans le sang, bah, si on prend mon sang, je perds mon âme en même temps, et à la mort, si mon sang, il devient, comment dire? Séché, où part mon âme alors? Bon, et dire si on me regorge en sang, je vais retrouver mon âme». Hein. D'où le fait, par exemple, que dans la population juive, bien entendu, c'est origine ça, eh bien, il faut jamais consommer la viande des animaux avec le sang, puisque ça contient l'âme de tout être vivant, animal ou homme, encore moins un homme. Bon, on ne mange pas les hommes, hein, au moins dans la religion juive. Il faut les vider complètement. Donc on ne peut vendre de la viande d'animal que s'il a été totalement vidé de son sang. Ça s'appelle la nourriture cachère. Ça vient de là, hein. Bon, halal chez les musulmans, hein. Alors que nous, bon, s'il y a encore du sang dans le mouton, bon, pose pas trop de problèmes. Alors ça vient aussi de l'histoire d'Adam. Alors, tout le monde connaît Adam, bien entendu, hein. Alors, vous savez, tout ce que Adam, eh bien, est né de la terre. Dieu prit l'argile du sol et modela un être, bien sûr, de la terre qui, en hébreu, c'est Adama. En gros, c'est un être d'argile. Mais après, un être d'argile, ben, il ne vit pas. On dit Dieu lui insuffla dans les narines son esprit et l'homme vécut, mais il faut bien qu'il y ait quelque chose en plus que l'esprit, il faut du sang. Donc on a de l'argile, on a le souffle de Dieu, et il manque du sang. Et curieusement, en hébreu, le sang, ça se dit dam. Donc en fait, Adam, c'est l'homme de sang. Donc on a l'homme de la terre et l'homme de sang, vous liez les deux, vous avez un être vivant, en gros, hein. Donc on se dit, alors vous voyez, le sang c'est sacré, ça fait l'objet de tout un tas de précautions de toutes sortes. Alors celui qui en boit, bon, il y a un tabou sur le sang. En gros, on ne peut pas boire le sang des humains ni des animaux dans ce concept-là, hein. Alors, bien entendu, après, ça pose le deuxième problème de la vie après la mort. Si ces vampires existent, sortent de leur tombe, vont sucer du sang pour rester vivants, il y a quelque chose qui se passe entre la vie et la mort. En gros, ils font l'aller-retour entre les deux domaines. Et donc, on s'est toujours posé la question, c'est bien beau que la religion dise toujours qu'il y a une vie après la mort, mais comment ça se passe? Et si on passe dans l'au-delà, est-ce qu'on peut en revenir? Alors, par la réincarnation, on peut en revenir, mais s'il n'y a pas de réincarnation, bon, alors il y a tout un tas de mythes là-dessus. Il y a aussi des maladies, c'est-à-dire qu'il y a des scientifiques qui ont essayé d'étudier la chose et qui ont trouvé 2 maladies très, très rares, hein. Alors il y a une maladie qui s'appelle le porphyrisme, des humains en sont atteints, c'est qu'ils n'ont pas assez de globules rouges dans le sang. Donc ils ont une certaine anémie, si on ne leur donne pas de globules rouges, pas d'un apport extérieur, cette anémie, ils disparaissent.
Le porphyre a une couleur rouge, bon, etc. Ce serait une maladie purement physique, rarissime, heureusement. Et puis une maladie qui s'appelle syndrome de Renfield. Syndrome de Renfield, c'est une maladie mentale. C'est quelqu'un qui pense qu'il doit boire du sang pour vivre. Donc, comme dans son fantasme, son délire, c'est de boire du sang pour vivre, elle a toujours envie de se jeter sur quelqu'un pour boire le sang. Ça se soigne psychiquement. Heureusement, c'est pas très répandu, mais on peut dire que si quelqu'un a eu cette maladie-là à une certaine époque et qui s'est jeté sur des gens pour boire leur sang, a peut-être donné naissance au mythe. On est toujours dans l'idée de dire qu'est-ce qui a pu donner naissance au mythe de gens qui avaient besoin de boire du sang pour entretenir la légende des vampires. On est même allé jusqu'à donner des transpositions sociales. C'est-à-dire que ce soit un phénomène de société, à une époque où l'Église était toute puissante et condamnait le corps, avec l'Église déteste le corps. Hein. Elle n'aime pas les corps, c'est l'âme qui compte. Hein. À la mort, le corps pourri, il est lié à l'altère, c'est rien du tout. L'âme, s'en va vers le paradis, si c'est bien ou pas. Donc le corps qui se décompose et qui soit torturé, brûlé, pour l'Église, ça n'a pas d'importance. Et là, il y aurait une idée que le corps est absolument essentiel. Le corps reste vivant, parce que le vampire est vivant, il a besoin de sang, il se nourrit, il est tout joufflu, tout pimpon, tout rose, etc. Et puis les humains donnent leur sang. La victime a donné son sang, on va dire tiens, c'est intéressant ça comme genre de choses. Donc on a donné cette interprétation-là, elle est un petit peu tirée par les cheveux quand même. Hein. On ne voit pas trop. En gros, il y aurait une compensation pour dire les corps sont condamnés, c'est comme si c'était rien, mais nous, le corps, on veut qu'il survive, on ne veut pas seulement l'âme qui survive, mais le corps aussi. Et là, on est dans des exemples de corps qui continueraient une vie grâce au sang, et d'autrui. Hein. Parce que c'est bien beau de rester vivant, mais on prend quand même le sang d'autrui. En parlant de capter le sang d'autrui, à un moment, c'était totalement condamné les transfusions sanguines. Parce qu'à un moment qu'on a découvert la transfusion sanguine, on s'est dit c'est formidable. Quelqu'un perd son sang, c'est un accidenté de la route, on lui donne une poche de sang, il revit. C'est ce qui est vrai d'ailleurs maintenant aujourd'hui. Hein. Quand on a une opération à l'hôpital qu'on perd beaucoup de sang, on a la poche de sang correspondant à son groupe sanguin. Hein. Au début, on ne le savait pas, on a injecté n'importe quel sang, n'importe qui. Les personnes qui ont été tuées. Après, on s'est dit, ça marche par groupe sanguin, ça marche par Résus, par machin, un truc. Mais les religions condamnent totalement la transfusion sanguine. Si on est très croyant juif, on ne peut pas avoir de transfusion sanguine. Parce que l'âme est dans le sang. Donc, si j'ai un apport de sang de quelqu'un d'autre ou je prends un litre de sang de lui, j'ai son âme qui va avec, je ne suis plus moi. Panique à bord, les cheveux dressés, les verticales s'arrêtaient. Alors, quand on a commencé à penser qu'on pouvait faire des transfusions sanguines à des gens qui en perdaient, il y a des savants qui ont étudié la question, je ne sais plus quel siècle. Hein. Puis comme il fallait persuader le pape qu'il fallait que ce soit possible, que lui, il pouvait dire c'est totalement interdit, on l'a persuadé, lui, d'avoir une transfusion sanguine. Eh bien, ça a eu lieu. Il y a un pape qui s'appelle Innocent VIII qui a survécu grâce à une transfusion sanguine. Je ne sais plus quel siècle c'était. Hein. Ou à quelle époque. Hein. Sauf que pour avoir le sang, comme à l'époque c'était encore le début, on a pompé le sang de 3 jeunes gens. Donc bien sûr, il faut faire une prise de sang. Comme nous, quand on fait une prise de sang, on dit prenez une prise de sang, donnez votre sang. On a récupéré quelques litres de sang, mais les 3 jeunes gens sont morts. Donc on a liquidé, sans le faire exprès, parce que le chirurgien de l'époque, on ne savait rien, de liquider 3 jeunes gens pour sauver le pape de l'époque, qui a de plus pas vécu très longtemps. On a été tout au début de ce genre de... ouais, on parle des vampires, ça va jusque-là. L'histoire un petit peu curieux. Hein. Et alors, bien entendu, on peut dire qu'est-ce qui a fait dans tout ça, qui a fait une croyance en vampire? Ah ben, c'est pas vraiment ça. Ce qui a fait la croyance en vampire, c'est qu'on retrouve des corps dans les tombes qui ne se sont pas décomposés.
Les corps ne se décomposent pas quand on ouvre une tombe, on se dit: «Tiens, la personne, c'est comme s'il était enterré hier, à 3 siècles, 5 siècles, 20 siècles». Bon, alors, quand on a des momies égyptiennes, il y a un rituel d'embaumement, on met des aromates, on met des machins, on met des produits anti-décomposition. La terre d'Égypte est ultra sèche. La momie est mise dans les bandelettes, elle ne se décompose pas. Mais dans nos terrains à nous, ça fait pas long feu que le corps se décompose. Et quand on retrouve des corps pas décomposés, on se dit d'où vient le sang. Parce que quand on est mort, au bout de quelques jours et quelques semaines, le sang se dessèche. Donc il n'y a plus de sang, il y a déjà plus de sang dans les artères, le cœur est arrêté, le système sanguin ne fonctionne plus, et le sang dans les veines commence à sécher. Quand on trouve du sang fluide chez quelqu'un qui est enterré, on se pose quand même quelques questions, et ça a vraiment lieu. C'est-à-dire c'est des histoires réelles, on n'est pas dans des mythologies, du tout. Hein. Alors, à Rome, en avril 1485, on est au XVe siècle, hein. Des ouvriers qui travaillaient sur la voie appienne. La voie appienne, c'est la voie romaine de l'Antiquité qui part au sud de Rome, qui fait toute l'Italie. Et tout le long de cette voie appienne, il y a des tombeaux. Donc ils font des travaux et puis ils tombent sur une tombe, découvrent un sarcophage. Dedans, il y a une jeune fille de l'époque romaine. Donc son habillement, quand on est du temps de l'Empire romain, mais on est au XVe siècle, la fille est du 1er, 2e ou 3e siècle, elle a 15 siècles minimum. Disons 12 à 15 siècles. Hein. Bon, ils ouvrent donc ce sarcophage, jusque-là c'est normal, les ouvriers travaillent. Voilà. Et alors, le constat est le suivant, elle est complètement intacte. Voilà. Il y avait même une lampe allumée dans le tombeau, pas éteinte du tout, mais à l'époque, on l'enterrait. En général, elles s'éteignent quand on ouvre les tombeaux. Oui, ça s'appelle des lampes perpétuelles. On mettait dans les tombeaux, tant que le tombeau n'est pas ouvert, la lampe fonctionne. Ah ouais. Donc c'était un très beau sarcophage en marbre, donc on dit c'est un très très beau sarcophage en marbre. La fille c'est une dame, devait être d'une famille riche. Hein. Le cadavre était face au fond de la cuve, donc mis sur le ventre en gros, voilà. Voilà. Il était recouvert d'une substance grasse et odoriférante de l'épaisseur de 2 doigts. Alors on suppose que c'est 2 doigts comme ça, mais pas 2 doigts comme ça, hein, c'est-à-dire 2 centimètres. Donc là, on peut dire il y avait une pommade qui enrobait le corps, donc ça ne s'est pas décomposé. Donc là, il y a une explication plus ou moins scientifique. Alors, elle a des cheveux noirs et longs, donc les cheveux ne sont pas tombés, pas blanchis, ils sont dans l'état où elle a été enterrée. Les lèvres sont roses, légèrement entrouvertes, la langue est d'un rouge vif. Alors quand on est mort, les lèvres sont blanches, pâles, et la langue s'est ratatinée, quoi, etc. Et elle avait la poitrine et le ventre défoncés, avec des aromates à l'intérieur. Donc les archéologues pensent qu'elle a eu un accident, qu'elle s'est fait défoncer les côtes et les entrailles, et on a bourré les aromates dedans. Et donc, pour ça que la jeune fille, c'est une jeune fille, hein, a dû être enterrée sur le ventre, mais bon, elle a été retrouvée intacte 15 siècles après. Alors, bien sûr, ceux qui croient en rien des vampires ont dit, mais c'est pas un vampire, c'est pas nourri de sang, c'est des aromates tonami qui fait qu'elles ne se sont pas décomposées. Mais pas du tout traité à l'égyptienne, où on peut retrouver un corps bien important aujourd'hui. Les Romains ne faisaient pas du tout de momification. Alors, on voudrait bien connaître le secret de cette pommade qui empêche le corps de se décomposer, parce qu'on maintiendrait des corps en état. Attention, c'est pas une vampire du tout. Hein. Elle n'a pas sucé le sang de qui que ce soit, elle n'est pas gorgée de sang, mais on se dit, bon, elle n'a pas eu de décomposition physique. Alors ça, quand on dit ça à l'Église est malade. Parce que le corps, c'est de la pourriture. Donc on le met dans la terre, il retourne à la terre. C'est poussière, tu retournes à la poussière. Ça ne peut pas se décomposer.
Si ça ne se décompose pas, il y a un truc, comme l'Église s'est pas expliqué, c'est la brasse papillon, si on peut dire, hein. Alors, après, il y a des découvertes de ce genre-là, on a fait tout le temps, hein. Alors, après, c'est beaucoup plus important que ça, hein. Alors, en 1725, le chef du district de Gradisca, donc c'est dans l'Europe de l'Est, hein, fut acculé à faire appel à la troupe pour libérer un village slovène de Kristova de l'emprise du vampirisme. Bon. D'après le rapport des autorités militaires de Belgrade. Il fut donc 9 personnes furent victimes de Peter Plogojovic, bon, je vous passe le nom en serbe, hein, 62 ans, décédé depuis plusieurs jours avant les événements. Les 9 victimes étaient tous des voisins. Les militaires décidèrent d'extirper le corps. En gros, là, ce sont des militaires qui sont appelés au secours parce que les gens dans un village découvrent des choses absolument ahurissantes. Visiblement, il y a un vampire dans le coin. Alors, quand on est avec des autorités militaires, c'est pas le genre des autorités militaires de croire aux vampires. Et eux, on les appelle pour dire il se passe quelque chose ici, venez voir. Donc, ils vont voir, hein. Donc, que fait le commandant militaire qui vient? Bon, lui, a priori, il est ni pour ni contre, hein. Voilà. Donc, alors, comme les gens ne peuvent pas ouvrir la tombe eux-mêmes, parce qu'ils seraient accusés de viol de sépulture. Donc, bien sûr, on appelle les autorités. Pas toujours, hein. Quelquefois, les paysans disent là, il y a un vampire, un pieu dans le cœur, liquide le soi-disant vampire dans les villages perdus. Mais là, ils sont réglo, ils appellent ce que nous, on appellerait la gendarmerie, eux, ils appellent les militaires. Alors, le militaire vient, hein, c'est une autorité, la tombe fut ouverte, et il leur donne de l'ouvrir, hein. Et alors, les investigateurs déclarèrent avoir trouvé le Peter Plogovic quelque chose, couvert de sang de la tête aux pieds, mais presque totalement vivant, hein, gorgé de sang jusqu'aux amygdales. Bon, ils voient, hein, le sang est vermeil et cool, ils peuvent même le prendre dans les mains. Euh, ses yeux luisaient comme s'il était en vie, bien que le médecin les déclarait morts au moment où il est mort. Donc, certification de décès, on l'enterre, et là, on constate. C'est les militaires qui constatent, hein, c'est pas un individu qui croit aux vampires, hein. Alors, un pieu fut enfoncé dans son cœur avec un gros marteau, et alors, lorsque un pieu fut enfoncé dans son cœur avec un gros marteau, le sang jaillit abondamment de sa poitrine. Peter fut ensuite incinéré, et ses cendres furent dispersées aux 4 vents pour plus de sûreté. Donc là, quand on est dans une histoire comme ça, nier le fait, c'est pas possible. C'est une constatation d'autorité qui serait plutôt tendance à dire aux habitants: racontez pas d'histoire, vous avez des fantasmes. Là, bon, consigné dans le rapport, envoyé au pouvoir central, dire voilà, on a dû incinérer le corps pour éviter. Alors, bien sûr, la question que tout le monde se pose, mais c'est d'où vient un tel sang après la mort? Puisqu'il est censé être séché, comment on peut avoir du sang qui jaillit et l'autre qui vomit du sang jusqu'aux amygdales? C'est pas possible. Bon, d'où le fait que les gens des campagnes, du milieu, des petits villages perdus en Serbie, et dit, mais c'est mort, s'ils sont vraiment morts. Parce que s'ils sont pas morts, c'est bizarre. Ils ont été enterrés pas vraiment morts parce que le médecin a fait une erreur. Mais comment ils survivent? Comment ils sortent du tombeau pour s'arrêter? Et d'où vient le sang? Et quand on sait qu'il y a quelquefois 5 fois plus de sang qu'on en a dans le corps humain, d'où vient le sang? Alors forcément, on peut dire, ben, les gens, ils ont cru que le mort allait se ravitailler pendant la nuit
en suçant des vivants. C'est de là que serait venue cette fameuse croyance aux vampires qui est pas si ridicule que ça, entre guillemets. Si on voit, alors imaginez qu'à l'époque, quand c'est là 1700 et quelques, on est au XVIIIe siècle, les gens ne sont pas informés comme aujourd'hui. Ils vivent dans des coins perdus des Balkans. Et bien certains qui ne se posent pas de questions scientifiques. Ça a pu dire, bah, c'est un vampire. Puis nous, dans nos légendes, depuis déjà plusieurs siècles, avant, on croyait déjà qu'il y avait des vampires, donc nous, ça nous surprend, ça les vampires. Alors, 1732, Joseph Faridi Tomazzi, chirurgien-major du régiment de Nuremberg, c'est un chirurgien militaire, voilà, répond aux appels des habitants du village de Radojevo, qui se plaignent d'une emprise du vampirisme. Ah, il dit, tiens, bon, voilà. Donc il arrive, il fait comme l'autre militaire, là, il arrive, il fait ouvrir la tombe d'un certain Milok, désigné comme sorcier. De son vivant, il était réputé comme sorcier. Donc voilà, lui, il est enterré que depuis 15 mois. Mais bon, les gens ont déjà fortement affaire à lui. Et dans son rapport, il écrit ceci, c'est le militaire, le chirurgien militaire qui parle. Le cadavre a été trouvé dans la fosse entier, intact, les yeux grands ouverts, bien que sa veuve affirme les lui avoir fermés lors de sa mort. Fait confirmé par Madame Deina, laveuse de cadavres dans le village. Alors, les membres sont sans aucune raideur, le corps est maigre et musclé, du sang coule abondamment et doucement et sans cesse de son corps, de sa bouche ouverte, et les dents sont souillées et également les narines. Depuis, sur l'insistance des habitants, j'ai dû donner l'ordre de le frapper d'un coup d'épieu porté à travers le cœur et refermer la tombe. Alors là, on est un peu surpris que le militaire ne s'est pas inquiété qu'on lui dise donnez-lui un coup d'épieu dans le cœur, parce que s'il l'a fait, c'est qu'il est plus ou moins persuadé que quand on a affaire à un truc de ce genre, il faut achever le vampire. Alors, dernier texte, puis on va arrêter là, c'est pour vous donner une idée que la croyance a pu prendre par des événements réels. On ne peut pas dire que c'est pas réel. C'est pas... Voilà. Alors, c'est une gazette. Une gazette, c'est un ancien journal qui avait lieu au XVIIIe siècle en Europe, qui s'appelle le Glaneur de Hollande. Donc une délégation composée de princes, d'officiers militaires, de civils se rendent dans un village où un vampire faisait un ravage excessif parmi les habitants. Arrivé sur les lieux, on trouve que le vampire avait déjà expédié dans l'au-delà un frère et 3 neveux. Alors là, il persécute sa famille, lui, c'est peut-être une vengeance. Il en était au 5e, sa nièce, qu'il avait déjà sucé 2 fois. Et donc, elle commençait, Pali, à étaler les billets, etc. On fait venir les autorités. Hein. Donc, on fit ouvrir le tombeau, et toujours. On y trouva un homme entier, et paraissant sain. Ses cheveux, ses poils, ses ongles, ses dents, et ses yeux à demi fermés. Toutes ces choses étaient attachées à lui, normalement. Alors, on le tira de son tombeau tout de suite. On lui perça le cœur avec une espèce de lance de fer. Voilà, il en sortit, quand on le perça, une liqueur blanchâtre et un fluide avec du sang. Mais le sang était en plus grande quantité que la matière donc blanche. On ne sait pas trop ce que c'est, de la lymphe, quelque chose, voilà. Le tout n'avait aucune odeur. Ensuite, on lui trancha la gorge avec une hache. Bon. Et il en sortit aussi une matière et du sang, plus abondante encore. Alors, de surplus, on le remit dans sa tombe, et dans sa fosse, recouvert de chaux vive, voilà, pour qu'il soit consommé plus proprement et que, du coup, la nièce en question se porte mieux. Donc, on a constaté dès les jours suivants que la nièce revenait beaucoup mieux. Voilà. Alors, des textes de ce genre ont été consignés. Il y en a un type au XVIIIe siècle, enfin un type, c'est un prêtre du clergé, a consigné dans un livre qui s'appelle Traité des esprits et des vampires, etc., du XVIIIe siècle, 1751.
Le monsieur s'appelle Don Calmet. En plus, c'est un prêtre et un écrivain de l'Église catholique. Alors l'Église catholique ne croit pas du tout à ce genre de choses. Alors, donc ce monsieur Don Calmet a fait un traité à 1751 où il raconte des dizaines et des dizaines d'histoires de gens. Et il se trouve que j'ai eu ce livre dans les mains il n'y a pas longtemps. Donc je l'ai lu, hein. C'est pour ça que j'ai les textes, parce que c'est très, 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 très ancien, hein. Alors pour parler de l'Église, c'est l'Église, on dit quelle est la position de l'Église là-dessus? Ben, l'Église sur les vampires est très, très embêtée. Elle n'en parle pas. C'est pas dans les textes officiels qu'on trouve le truc de vampire, c'est un dissident méchant, un écrivain, un inquisiteur, enfin c'est pas la position officielle du pape. Pour l'Église, les vampires, ça n'existe pas, hein. Si ces phénomènes, ils sont flagrants, tout le monde le constater de visu, existent, c'est des démons qui ont réanimé un cadavre. Donc l'Église ne croit pas aux vampires, mais croit aux démons. Donc un démon réanime un cadavre, il fait je sais pas quoi avec, parce qu'il a tous les pouvoirs de démon, et puis voilà, c'est le démon qu'il faut combattre, pas le vampire, pas machin, pas patati patata. C'est un peu tiré par les cheveux. C'est un peu tiré par les cheveux parce que pourquoi un démon devrait animer un cadavre pour sucer le sang d'un vivant? Autant que le démon suce directement le sang du vivant. Dans les phénomènes de possession, comme on voit dans le film L'Exorciste, le démon possède un vivant, il ne possède pas un mort. Donc, ça n'a pas de sens. Bon, l'Église, après, est revenue dessus, sur cette thèse. En revenant dessus, montre qu'elle avait avancé une hypothèse qui n'est pas bonne du tout. Mais en fait, elle n'aime pas du tout en parler. Parce que la survie des corps se dépasse. Comme je disais tout à l'heure, un corps, c'est fait pour revenir en poussière. S'il continue à exister, il y a un truc anormal dans la création. On ne peut pas mettre ça sur le tapis, quoi. Donc, comme fait l'Église, comme elle fait toujours, qu'on ne peut pas en parler, on met sous le coude et c'est enterré. Et le fameux Don Calmet, qui est de l'Église, il s'est bien gardé de dire que c'était vrai, il rapportait des faits. Donc il fait comme moi, je vous lis un truc, vous en croyez ce que vous voulez, voilà. Et puis on sent, c'est très curieux, au fur et à mesure des lignes, on a l'impression qu'il y croit quand même un peu. C'est trop flagrant, c'est trop stupéfiant pour que ce soit vraiment pas vrai. Comme il n'explique pas le phénomène pour plus que nous, alors qu'il est très embêté, et il laisse entendre qu'il pourrait y avoir des phénomènes qui peut-être existeraient. On ne sait jamais, hein, qu'après on aurait une explication des choses. Donc c'est quand même assez extraordinaire, hein. Si on va dans l'Église orthodoxe, l'Église chrétienne orthodoxe, elle croit, et comme on est dans les Balkans, on y est, elle croit qu'un sujet victime de malédiction ou étant sorcier, comme on a des exemples, la malédiction, c'est que les corps ne se décomposent pas. En gros, la personne n'est pas admise dans l'au-delà. Bon, là aussi, c'est tiré par les cheveux. Pas admise au paradis, on comprend, mais pas admise en enfer, alors qu'il devrait y aller directement, à moins qu'il n'y ait pas d'enfer, donc on tombe à notre sujet. Donc on en est là un petit peu dans les choses, hein, c'est très, 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 très curieux, hein. Alors des histoires comme ça, on en a une centaine, on va pas en citer une centaine, bien entendu, hein, mais tout le monde connaît la fameuse Sainte Thérèse d'Avila, la plus grande sainte mystique de l'Église catholique. Et il y a une histoire du même genre absolument ahurissante. À un moment, les religieuses dans le couvent où elle était enterrée, son tombeau, elle était dans un couvent, les religieuses sentent une odeur merveilleuse. Alors elles sont comme ça, hein. Vraiment le parfum aphrodisiaque, quoi. Alors, elles décident d'ouvrir le tombeau. Elles ouvrent le tombeau, elles sortent la Sainte Thérèse totalement intacte. Donc elles sont éberluées, elles ne se décomposent pas. Une sainte, elle devrait normalement se décomposer, parce que c'est souvent les saints qui ne se décomposent pas. Mais ça les interpelle quand même. On appelle les supérieurs hiérarchiques, là c'est des hommes, hein, c'est les prêtres, ils viennent, ils n'expliquent absolument pas le problème. On dit on va transférer le corps ailleurs, c'est peut-être à cause des lieux, hein. Donc on dit on va, alors elle était, je ne sais pas dans quel couvent, hein, pas à Villa du tout, hein,
elle est morte à un autre endroit. On décide de transporter la vie là, puis avant, le religieux coupe la main gauche de la sainte. Pour la donner à la supérieure du couvent, pour dire, c'est une relique. Donc il enlève le corps à un autre endroit, on le met relique à l'admiration des foules, c'est le cercueil de Sainte Thérèse, etc. Puis quelque temps après, il y a les prêtres, encore une fois, ils disent, il faudrait tirer au clair cette affaire, comment ça fait, c'est pas décomposé. Il ressort le cercueil, il rouvre, il faut le faire, hein, totalement intact. Alors il y en a un qui tire sur la joue complètement élastique, pas un cheveu de tomber, hein. Bon, c'est bizarre. Ils expliquent rien, donc ils comprennent pas, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils referment, hein. Mais ils prennent quand même un bras pour l'expertise. À la fin, il n'y a plus de Sainte Thérèse d'Avila. Bon, c'est chacun prend un morceau comme relique. Alors il la referme. Puis après, il y en a qui disent le rapport, puis ils disent c'est quand même étrange, c'est invraisemblable, même toute sainte qu'elle est, mais comment ça se fait que c'est pas décomposé du tout, même avec des membres en moins, etc. Bon, ils disent tiens, on va lui enlever une cote, elle a peut-être des aromates à l'intérieur qui fait que le corps se conserve. Rien du tout, elle est intacte. Bon là, il commence à un peu avoir peur. Ben, il se dit ça nous dépasse, donc on ferme, on referme. Hein. Ben après, on rouvre encore. Il y en a un qui a eu l'idée de dire il faudrait voir son cœur. Est-ce que son cœur bat parce que bon, ses chairs sont pas décomposées? Eh ben la stupéfaction est inimaginable. Elle n'a pas de cœur. Le cœur a été enlevé. Donc elle n'a pas de cœur, mais reste pas vivante, mais pas décomposée. Alors après, on l'a mis dans un cercueil d'argent, très très beau, puis on n'a plus jamais ouvert aujourd'hui. Mais bon, on s'est dit, mais non, ça c'est pas possible, etc., etc. Et bon, et d'autres histoires. La dernière, c'est un moine maronite du rite maronite chrétien d'Orient au Liban, qui meurt aussi, mais lui était déjà considéré comme un saint de son vivant, un homme extraordinaire, la sainteté déjà. On le met dans la tombe, on l'enterre à un endroit près du monastère, à l'extérieur, mais dans une sorte de jardin. Et puis, il y a des intempéries dans le coin, les tombes sont ravagées, c'est inondé. Je dis, mon Dieu, dans quel état on va retrouver notre pauvre Charbel Malouf? C'est le moine en question, Charbel Malouf. On va ouvrir sa tombe, elle doit être inondée. Et en effet, la tombe est totalement inondée, le cadavre, il flotte dans l'eau. Donc il le sort, il y a de la boue sur le corps, il y a des moisissures de tous les endroits. Ils disent, bon, il est plus présentable, on va le remettre dans un nouveau cercueil bien au sec, etc. Mais on va le laver. Donc ils le lavent, ils enlèvent tout ce qu'il y a sur le corps soigne du sang. Alors ils sont comme ça, la catastrophe, bien entendu. Ils disent, mais c'est pas possible. Bon, on l'aurait enfui, on le remet dans la tombe, puis on le ressort quelque temps après, il est toujours dans le même état. Pas un poil de barbe, j'ai de très longue barbe des moines du Moyen-Orient, les cheveux, pas un de parti, pas un de blanc. Non, alors comme toujours, panique totale à bord. Mais comment ça se fait que les corps qui doivent retourner à la poussière ne se décomposent pas? Alors, même aujourd'hui, il n'y a pas d'explication. Hein. Alors, maintenant, comme on est dans les NDE, dans les états intermédiaires entre la vie et la mort, on ne sait même pas quand on est vraiment mort. Hein. On se dit, mais à la mort, là, quand on n'a plus de souffle, on dit, ouais, vous soufflez plus, le cœur est arrêté, ben vous êtes mort. Vous n'êtes pas plus sûr du tout. L'électroencéphalogramme plat, tu sais. Et maintenant, on vous dit, oui, mais 10, 15, 20 jours après, les cellules continuent à fonctionner. Certaines, hein, pas celles qui font circuler le sang, mais d'autres continuent. Ils ont une mémoire, continuent à produire des protéines, des machins. On dit, mais alors quand on est vraiment mort? Bon, on en est là dans les explications. Hein. Donc aujourd'hui, les NDE, vous savez, on est dans un coma profond, on vous croit mort, on est au bord de la enterré, puis il se passe quelque chose qui fait qu'on s'aperçoit soudain que vous êtes vivant. Alors la limite entre la vie et la mort, elle n'est pas si sûre que ce qu'on croit. Donc,
ça peut donner, interprétation, à toutes sortes de choses, hein. Si alors comme dans toutes les religions, on croit à la vie et après la mort, comment ça se passe alors qu'on est de l'autre côté? On se dit: «Est-ce qu'on est vraiment mort? Il y a une sorte de survie. S'il y a une sorte de survie, est-ce qu'il y a une partie ou une âme qui revient faire un tour dans le monde d'avant au lieu de s'en aller vers le septième ciel ou je sais pas quoi?» Alors on ne sait pas, ouais. En gros, hein, voilà, de tout ce qu'il y a sur ce sujet, c'est quand même assez impressionnant. Bon, ça n'explique pas directement avec toutes ces histoires, pourquoi il y a des vampires dans les Carpates. C'est quand même pas directement lié à Dracula quand même, mais bon, ça a pu donner des idées dans le passé, hein. Alors on a cherché dans le passé justement de dire, bah, qu'est-ce qu'en pensaient les civilisations d'avant? Bah, tout le monde croyait ce genre de choses, hein. Alors on va faire un petit peu d'historique. Pas très long pour pas, prendre trop de temps, hein. Alors dans la préhistoire, on s'est aperçu de choses, très, très curieuses. C'est que dans, certains tombeaux où il y a des squelettes, il y avait déjà des fosses avec des squelettes du temps préhistorique, hein, et les os sont peints en rouge, en ocre rouge. On s'est demandé pourquoi les hommes de l'époque, on est à 10 000 avant Jésus-Christ, pourquoi peindre les os en rouge? Eh ben, l'ocre rouge, c'est la couleur du sang, donc c'est de dire, ben, le squelette va se reconstituer, il y a une vie après la mort. Donc on en a conclu qu'ils croyaient déjà à une vie après la mort à cette époque-là. C'est quand même assez extraordinaire, hein. Alors quand on est en Égypte, ben, en Égypte, toute la civilisation égyptienne est basée sur l'au-delà. Il y a des tombeaux partout, par milliers. Les pyramides sont censées être des tombeaux, puis tout le monde connaît les momies, il y en a dans tous les musées du monde. On momifie absolument tout le monde, même les animaux. On momifie les chats, les bovins, et cetera, et cetera, les oiseaux, c'est faramineux, des des montagnes et des montagnes de chats momifiés. On se dit: «Ben là, ils vivent en contact, tout le temps avec la mort, ils croient à l'au-delà, très, très facilement». Pas forcément à ce que les morts reviennent, mais on les met en état de conservation, presque totale. Là, on fait tout pour qu'ils ne se désagrègent pas. Puisqu'on momifie, on bourre d'aromates, on passe les onguents et tout ce qui s'ensuit. Bon, on n'a pas la surprise là de nos tombeaux, en Serbie, hein, et cetera, et cetera, hein. Bon, toute la mythologie égyptienne s'est basée sur le voyage dans l'au-delà et le jugement des morts. Donc quand même, c'est très, très, impressionnant. Mais l'Égypte a dans sa théologie une conception très particulière de l'humain. L'humain n'est pas qu'un corps. Nous, on dit l'humain n'est pas qu'un corps et il a une âme et un esprit, mais en Égypte, c'est beaucoup plus complet. Il y a le Ba, le Ka, le Keibit, le Chut, le ceci, c'est toutes des entités qui composent l'homme, différentes. Bon, le fameux Ka, ça correspond plus ou moins au corps astral dans les sciences occultes. Donc, bien sûr, on a une sorte de double de nous-mêmes. À la mort, bah, il sort de notre corps, il se balade. Est-ce qu'il s'en va définitivement quelque part ou est-ce qu'il peut revenir? Et là, quand c'est multiple comme ça, à tout plein d'entités, on se dit: «Il y a peut-être une partie qui s'en va pas». C'est-à-dire ça sort pas du corps, ça reste à côté, ça l'anime peut-être, ça maintient une sorte de survie et donc bien sûr, dans ces croyances-là, s'il y a pas tous ces corps qui se séparent définitivement à la mort, mais qu'1 ou 2 ou 3 ou 4, il y a une partie qui survit, enfin qui peut continuer à animer le corps. On a la même chose sur les hindous, hein. Il y a un corps astral, un corps causal, un corps atmique et cetera. On se dit: «Mais quand à la mort, ils sont censés s'en aller dans leur plan d'existence, est-ce qu'il y en a pas qui restent autour, en gros, qui ne se séparent pas, qui n'arrivent pas à se séparer pour X raison, donc continuent une forme de vie», hein. C'est comme si nous, dans la religion chrétienne, on disait: «Un corps, une âme, un esprit», bah, que l'âme s'en allait pas, puis restait autour du corps et puis le maintenait vivant. Hein, puisqu'on dit l'âme est dans le sang, bah, l'âme, si elle quitte pas le corps, bah, continue à lui donner une énergie. Parce que l'âme, dans nos conceptions, est supérieure au corps.
Le corps, c'est de la matière, l'âme, c'est un plan supérieur, l'esprit, c'est encore supérieur. Si l'esprit anime le corps, bah, on continue à le faire vivre. Mais pourquoi il ne s'est pas débloqué, il n'est pas sorti, il n'est pas monté au ciel? Là, c'est l'anomalie qui confirme un petit peu le truc. Hein. Alors, ça expliquerait qu'il y ait quelque chose qui ne disparaît pas. Alors, en Israël, c'est le fameux mythe de Lilith, la fameuse Lilith qui est une sorte de démon, etc. Bon, elle est censée être quasiment un véritable vampire, hein, presque. Hein. C'est une rebelle, c'est tout ce qui s'ensuit. Bon, en Grèce, on a une histoire dans Ulysse. À un moment, Ulysse, dans l'Odyssée, parmi tous ses voyages, va dans l'île où il y a une magicienne qui s'appelle Circé, et c'est une grande spécialiste des sciences occultes et du contact avec l'au-delà. Donc elle commence déjà par transformer les compagnons d'Ulysse en porcs. Ça commence bien, sauf lui, parce qu'il est protégé par Hermès, etc. Et puis, comme elle a contact avec l'au-delà, il dit, tiens, j'aimerais bien contacter des personnes de l'au-delà que je connais. Ulysse, hein. Alors il lui dit, c'est très simple, hein, tu sacrifies une jument noire, tu la mets dans la fosse, auprès de ce rocher qui est une bouche des enfers. Alors, dans des versions, il sacrifie une jument noire, dans d'autres versions, on sacrifie des moutons, et le sang attire tous les morts de l'au-delà, tous les morts apparaissent. C'est le film d'épouvante. Hein. On est dans Ulysse, on sait pas, etc. Puis ils se battent tous pour boire le sang des victimes sacrifiées. Ah, il sort son épée, hein, il est obligé de les repousser. Puis soudain, dans tous les morts, il reconnaît sa mère. Alors, il déblaye le terrain pour que sa mère lui parle. Ils discutent tous les deux. Hein. Alors, on dit, oui, c'est par le sang que seuls les humains peuvent communiquer avec les morts. Un deuxième personnage apparaît, c'est Tirésias. Tirésias, c'est le grand, comment dire, médium de l'époque. C'est un devin. Donc, alors Ulysse l'aime bien, les autres l'aiment pas. Hein. Parce que ce Tirésias, il avait demandé le sacrifice d'Iphigénie au roi Agamemnon. Il avait dit, si tu veux gagner la guerre de Troie et que la flotte de guerre part pour la guerre, il faut que tu sacrifies ta fille. Ah, lui, il avait failli l'étrangler, tellement c'était abominable. Mais alors, la pression des guerriers, de tous les chefs de guerre, de Ménélas, de tout ça, de dire, mais oui, mais nous, la flotte est là, complètement encalaminée depuis des semaines, il n'y a pas de vent. Pour qu'il y ait du vent, il faut sacrifier Iphigénie. Alors, bon, Agamemnon finit par se sacrifier, et la fille est sacrifiée, c'est un désastre sans nom, pour elle et pour la famille. Hein. Parce que du coup, le vent se lève, puis les Grecs vont conquérir Troie. Ah, c'est ça, ce fameux Tirésias, il est maudit par Agamemnon, bien entendu, mais vénéré par les autres qui ont permis de gagner les guerres de Troie. Et là, Ulysse le rencontre. Et ils discutent du coup, tes voyages se finiront. Tu vas sortir de l'île de Circé, tu vas rentrer à Ithaque. Son but, hein, c'est de rentrer chez lui à Ithaque après tous ces voyages, hein, etc., etc. Et on a tout plein d'histoires comme ça, à droite, à gauche, dans la mythologie. Hein.